Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, l'élevage des génisses, qui est un sujet très précis, pour lequel je pense qu'il faut que les éleveurs aient beaucoup de rigueur, parce qu'on voit que dès l'instant où on fait la moindre faute, on le paye très cher. Et deux, que les éleveurs comprennent bien que lorsqu'ils commencent un schéma d'élevage, il faut se faire aider. Je crois que ça ne s'improvise pas et qu'il n'y a pas de, j'allais dire, de regret à avoir sur une première tentative à vous faire aider dans la composition, dans le schéma total d'élevage, parce que c'est relativement complexe. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider au début. Alors, on va aborder maintenant différents aspects. Dans les grandes étapes, eh bien, tout simplement, pour tout le monde, qu'il s'agisse d'élevage laitier ou d'élevage allaitant, on a une phase qui va de la naissance au sevrage, puis une du sevrage à la première insémination fécondante, et puis ensuite de la première insémination fécondante jusqu'à la mise bas. Dans chacune de ces étapes, on abordera le côté sanitaire, les principales pathologies au nom desquelles le parasitisme vient régulièrement, et puis évidemment tout ce qui concerne la croissance et le comportement des animaux. Alors, on va en venir à des approches générales pour tout le monde, pour vous montrer que la croissance n'est pas une courbe régulière, mais plutôt une sinusoïde, avec une pente très marquée entre la naissance et la puberté, voire la première mise bas, que le GMQ, c'est-à-dire le gain de croissance quotidien, est vraiment très important dans cette première phase de vie, et ce GMQ va ensuite décroître dans la deuxième partie de la vie, c'est-à-dire celle qui est au-delà de la première mise bas, avec quelque chose qui est un corollaire très important pour vous à vous souvenir, c'est la notion d'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est la quantité de matière sèche ingérée par rapport au gain de poids. Et cet indice de consommation est relativement faible chez le jeune, c'est-à-dire dans la phase lactée, par exemple, il suffit de 3 kg de matière sèche ingérée pour pouvoir faire 1 kg de gain de poids, alors que lorsqu'on s'éloigne, par exemple, des animaux entre 2 et 3 ans, il nous faut déjà 5 à 6 kg de matière sèche pour 1 kg de poids, et au-delà de 4 ans, on est sur 8 kg et plus de matière sèche. Donc, la rentabilité de la croissance se fait dans les premiers mois de vie. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, ça signifie que la phase lactée initiale a une importance énorme et que tout se joue en gros avant 18 mois, ce que l'on va voir maintenant dans la diapositive suivante qui nous montre qu'il y a une chronologie dans le développement des tissus qui vont constituer le jeune adulte, avec un tissu nerveux qui va se mettre en place dès avant la naissance et qui n'aura plus ensuite à faire que se perfectionner dans des attitudes en particulier, des comportements de sociabilisation, que le tissu osseux est également un des tissus les plus précoces et qu'il est presque entièrement mis en place avant l'âge de 2 ans, d'où l'idée d'un accompagnement nécessaire. Et en particulier, je trouve que très souvent, les condiments minéraux sont oubliés dans cette phase-là, que le tissu musculaire, lui aussi, est relativement précoce, avec une bonne partie faite à l'âge de 2 ans, mais le tout étant bloqué définitivement à partir de 3 ans, et que ce que l'on appelle la croissance compensatrice, en réalité, n'est qu'une sorte de bourrage définitif, de gain de poids avec du tissu adipeux. Il n'y a pas, après la croissance compensatrice, de gain de poids musculaire. Il faut bien se mettre ça en tête. Ça signifie que si on a, dans l'élevage d'une génisse, rater une étape dans les 2 premières années, eh bien, on ne la rattrapera jamais. On aura toujours un animal qui aura un déficit ou de musculature ou un déficit de qualité de squelette, par exemple. Donc, prenez bien ce schéma-là, gardez-le en tête en vous disant, oui, il n'y a pas de temps à perdre si on veut que tout soit au rendez-vous pour un animal qui soit prêt à mettre bas. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus en vous disant, quoi qu'on puisse avoir comme type de raisonnement, qu'il s'agisse de rentabilité, de temps disponible, tout ce que l'on doit faire, on doit le faire pour viser une mise bas la plus précoce possible. En réalité, chez les bovins, la mise bas, c'est autour de 2 ans. Alors, on ne va pas discuter à quelques mois près. Entre 24 et 28 mois, on est toujours, pour moi, dans une mise bas précoce. Mais au-delà de 28 mois, voire 30 mois, on n'est déjà plus du tout dans un schéma correct. On va perdre énormément et je vais expliquer ce que l'on va perdre à vouloir avoir des mises bas trop tardives.
Là, même schéma, mais qui concerne surtout les bovins allaitants, pour montrer la chronologie dans laquelle vont se déposer les masses adipeuses qui vont jusqu'à la fin, finalement, venir dans ce qu'on appelle le gras intramusculaire, c'est-à-dire le persillé, qui est la partie la plus tardive, qui coûte le plus cher, puisque là, on est sur des indices de consommation qui se situent entre 8 et 10 kilos pour 1 kilo de gras. Donc, vous voyez, d'où l'idée que, par exemple, le marché a poussé pour que certaines espèces animales, enfin plutôt certaines catégories d'animaux, comme les chatrons, par exemple, aient un peu disparu, parce que, justement, dans notre économie actuelle, ils coûtent cher, même s'ils ont, j'allais dire, une qualité remarquable, parce que leur qualité est une qualité tardive qui coûte très cher au niveau de l'engraissement. Autre caractéristique dans les animaux qui nous occupent aujourd'hui, c'est le fait de passer d'un stade de monogastrique à un stade de polygastrique. Je rappelle brièvement que le veau, lorsqu'il naît, a un estomac très développé qui s'appelle la caillette. On va avoir une digestion chimique du lait et que progressivement, les pré-estomacs vont se développer au contact des aliments concentrés et surtout de la fibre, et qu'il y aura une atrophie progressive de la caillette pour que ensuite, chez l'adulte, ou chez l'animal sevré plus exactement, l'essentiel de l'alimentation arrive dans les pré-estomacs où là, elle va subir une digestion microbienne. Donc, cette phase de transition entre la digestion chimique de la caillette et la digestion microbienne dans les pré-estomacs, souvent, en particulier en élevage laitier, est une phase mal maîtrisée parce que on ne sait pas bien gérer l'apport des fibres et que cette phase de transition là, dans l'anatomie et la physiologie aboutit souvent à un dysmicrobisme digestif avec en particulier les coccidies qui vont se multiplier dans cette ambiance-là. Autre remarque à vous faire, vous regardez attentivement ce qui figure là sur le schéma, où on voit le poids de la mamelle sur une génisse de 18 mois. On voit que dans la partie droite, la mamelle a atteint un poids de 1590 grammes. Sur la partie gauche, seulement 1210 grammes, donc un très gros écart de poids entre ces deux mamelles-là, et des GMQ qui effectivement ne sont pas les mêmes, 630 grammes pour la génisse de gauche et 1080 grammes pour la génisse de droite. Sauf qu'à y regarder de très près, le gain de poids était acquis dans des conditions qui ne sont pas identiques. À gauche, sur le gain de poids minimum, on avait une ration très équilibrée avec en particulier des apports de protéines suffisants. Sur le schéma de droite, on avait un gain de poids excessif avec en particulier un excès d'énergie dans la ration. Et on aboutit au final au fait que dans la partie où on a eu le gain de poids maximum, on a eu surtout des dépôts de graisse au niveau de la mamelle. Pour presque 1600 grammes de mamelle, on n'a que 125 grammes de tissu sécréteur. Et à l'inverse, à gauche, pour 1200 grammes de mamelle, on a 340 grammes de tissu sécréteur. C'est un point fondamental, surtout un point qui s'adresse surtout aux éleveurs en bovins, en élevage bio, parce que les protéines coûtent cher et qu'on a tendance à vouloir avoir des génisses très belles, mais où on a souvent un excès d'énergie dans la ration, ce qui aboutit inévitablement à ces dépôts de graisse et ce défaut de développement du tissu sécréteur par rapport au tissu adipeux. Autre remarque également qui valent dans les deux cas, la construction du squelette. C'est un point fondamental. On a vu que l'essentiel du squelette doit être acquis vers l'âge de 2 ans. Je rappelle que le poids total du squelette chez un bovin, c'est aux alentours de 25 kilos, constitué bien sûr de calcium et de phosphore, dont je vous rappelle que parmi les aliments, c'est la luzerne qui contient le maximum de calcium, encore que ce soit qu'une vérité théorique, parce qu'on voit que quand les luzernes sont produites avec un excès ou des doses un peu élevées de potasse, la potasse bloque l'assimilation du calcium de la luzerne. D'où la difficulté, quelquefois, que l'on a à réellement prévoir ce qui sera assimilé de la ration. On a des calculs théoriques dans les apports en calcium-phosphore fournis par les aliments, mais au bout du compte, on voit que quelquefois, et là on le contrôle très bien avec les analyses faites soit sur des profils métaboliques, soit sur des analyses de poils, qu'en réalité tout n'est pas assimilé et qu'on a quelquefois des déconvenus parce qu'il y a ce rapport entre, en particulier, le sodium, le calcium et le potassium.
Ne pas oublier qu'un condiment minéral, et je vais y revenir, est indispensable pendant la croissance et que très souvent, c'est une partie que vous oubliez complètement. Qu'il y a également une nécessité à avoir suffisamment de vitamine D pour permettre, d'une part, la bonne assimilation du calcium au niveau intestinal et ensuite sa bonne fixation au niveau du squelette, que la silice est un élément important, je vais y revenir tout à l'heure là-dessus, et que certains acides aminés, comme la proline par exemple, font également partie du deal parce qu'il faut construire une trame protéique pour assurer le dépôt des éléments minéraux pour construire de l'os. Et enfin, les oligo-éléments, dont je vais repréciser un certain nombre de fonctions ensuite. Donc, je reviens à mon dispositif d'élevage. L'idée d'un accompagnement permanent en minéraux pendant la croissance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas zapper. Et là, je vous rappelle que c'est entre 50 et 100 grammes par jour du sevrage jusqu'à la mise bas. Donc, vous voyez quelquefois la difficulté pour vous, et en particulier la difficulté de distribution pendant la période de pâturage, où là, on peut avoir une couverture approximativement suffisante en calcium, mais pas du tout en oligo-éléments. Je vous rappelle également les doses de vitamine A qui sont nécessaires dans la croissance. En particulier, c'est à peu près 1 million de vitamine A par mois entre 6 mois et 2 ans. Alors, avec une vraie difficulté, c'est que les vitamines, au titre des aliments complémentaires, ont une nouvelle législation et que les aliments complémentaires qui sont proposés aujourd'hui sont complètement sous-dosés en vitamines. Donc, on va avoir certainement des problèmes à ce niveau-là. Je fais un petit clin d'œil sur le foin d'ortie, que j'affectionne particulièrement parce que c'est un foin qui est très riche en protéines. On a des taux qui sont bien au-delà de ceux de la luzerne en particulier, des taux de calcium et de silice qui sont une fois et demie ceux de la luzerne. Donc, pensez bien à cette plante maudite là qui très souvent pose quelques problèmes. Pensez bien qu'elle est facile à apporter pendant la croissance. Et moi, je conseille simplement, s'il existe des orties qui poussent spontanément sur la ferme, d'en assurer la fauche et de les distribuer dès que les orties ont fané et de les distribuer préférentiellement au génisses. C'est un stock qui sera important parce que la silice qui sera absorbée à ce moment-là va être stockée et redistribuée progressivement en synergie avec le calcium au niveau du squelette. Voilà, ne pas oublier aussi qu'il y a très souvent un déficit en protéines sur lequel je vais revenir maintenant. Pour continuer sur la lancée des condiments minéraux à distribuer, il y a aujourd'hui sur le marché un certain nombre de difficultés pour vous pour repérer un bon condiment minéral. Alors, je vous ai fait ici la description entre un condiment minéral que j'ai appelé X et qui est un leader du marché, avec celui que nous proposons, que j'ai appelé lactation. Et vous allez, à chacune des étapes, pouvoir les comparer et on va pouvoir, à partir de là, vous devriez pouvoir faire une étude critique des étiquettes. Alors, calcium, 21% dans les deux cas, phosphore, 6% dans les deux cas, magnésium, 6 d'un côté, 5 de l'autre, sodium, 3,9 et 1 de l'autre. En règle générale, dans la partie minérale, il y a une grande similitude entre les différents minéraux qui sont proposés. C'est surtout au niveau des oligo-éléments où on voit d'énormes différences. Le cuivre, je le rappelle, est important dans la construction de la gaine de myéline, c'est-à-dire la qualité du tissu nerveux, dans la qualité du tissu conjonctif et en particulier dans la qualité des aplombs, les tendons, les articulations. Et je vois et puis bien sûr, fondamentalement, puisque c'est mon obsession, dans la qualité des cellules de défense. Le sulfate de cuivre, alors là, ce sont deux minéraux en bio, donc on ne va pas avoir les chélates. Sulfate de cuivre d'un côté 160 ppm, de l'autre côté 1500 ppm, 10 fois plus. L'hydroxychlorure de cuivre qui vient de faire son apparition chez les bio parce qu'il est agréé en bio et qu'il est plus assimilable encore que les sulfates, 300 d'un côté, 1500 de l'autre. Vous voyez, 5 fois plus de l'autre côté. Le fer, je pense qu'il en faut un minimum, même si on ne doit pas aller chercher des quantités importantes. 0 d'un côté, 200 ppm de l'autre.
Le manganèse. Alors, le manganèse, là, c'est vraiment le pompon. On nous a proposé d'un côté que de l'oxyde de manganèse, qui est très peu assimilé, et de l'autre côté, du sulfate à 4000. Donc, vous voyez, entre les deux, là, on a un rapport qui est pratiquement de 15. Le zinc, d'un côté, en sulfate 0, de l'autre côté, 5000. Et en hydroxychlorure, 975 d'un côté, 5000 de l'autre. Vous voyez, là encore, grosse distorsion. J'ai peut-être oublié de dire que le manganèse, c'est un élément fondamental dans la compétence du système immunitaire et dans le rôle antioxydant qu'il joue en protection de la cellule hépatique. Le zinc, c'est là aussi un des pionniers du système d'efficacité du système immunitaire inné, mais c'est aussi un moyen de fixer les protéines, donc de faire de ce qu'on appelle de l'anabolisme protidique, c'est-à-dire de la construction musculaire, hyper important. L'iodate de calcium, on s'est rendu compte qu'au niveau de croissance et au niveau de production chez les bovins, on a des déficits en iode qui sont importants, 86 ppm d'un côté, 150 de l'autre. Le cobalt, pareil aussi, je ne comprends pas. On est aujourd'hui autorisé jusqu'à 100, voire 150 ppm de carbonate de cobalt, 37 d'un côté, 100 de l'autre. Le sélénium, 12,2 d'un côté, 50 de l'autre. J'espère, et ce n'est pas marqué, et je pense que ce sont des levures simples, peut-être des levures vivantes, mais si elles étaient séléniées, elles seraient notées. Là, ce n'est pas le cas. Et puis, on a cette petite singularité. D'un côté, un noyau dit antioxydant breveté, c'est une sode extrait du melon qui est là, ce que je trouve, moi, un peu dérisoire, parce que lorsque vous apportez manganèse, zinc et cuivre, vous faites des montagnes de sode avec ces oligo-éléments-là. Donc, il vaut mieux apporter beaucoup de ces oligo-éléments pour construire des sodes, plutôt que d'apporter artificiellement une sode végétale qui n'est pas garantie dans son intégralité, dans sa qualité, plus exactement. De l'autre côté, nous avons mis des plantes pour soutenir l'immunité et le foie. Le niveau d'apport des plantes n'est pas négligeable puisqu'on est dans l'ordre de une valeur de 400 € de plantes par tonne de condiment minéral. Donc, on a pesé dessus. Ça n'est pas de la communication, c'est réellement une recherche d'une efficacité à ces deux niveaux-là. Donc, vous voyez, quand vous comparez attentivement les étiquettes, il ne suffit pas de regarder les chiffres, il faut regarder la nature des oligo-éléments et puis faire un peu le bilan entre l'un et l'autre et puis savoir choisir. Après, il y a bien sûr évidemment une question de prix. Ici, l'écart entre les deux n'est pas excessif et ne justifie pas la différence de qualité entre les deux. Autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'idée qu'il est nécessaire de bien connaître le concentré qu'on utilise. Normalement, il existe des concentrés standards du commerce qui mesurent à peu près une UF par kilo et en azote 15 à 16% de MAT, c'est-à-dire 100 à 110 grammes de PDI, avec un minéral associé à hauteur de 3 à 5%. Voilà le profil type d'un concentré de croissance. Et je vous ai mis tout un tas de modalités pour faire un concentré à partir d'une production au niveau de la ferme. Par exemple, vous avez un mélange possible céréales à hauteur de 75% et un tourteau de soja à 20%, en prenant soin au niveau des céréales de mélanger une céréale rapide, type triticale, avec une céréale avec des sucres lents, type maïs concassé. On peut faire la même chose. Au lieu d'avoir un tourteau de soja, on peut avoir une complémentaire qui est en réalité un assemblage de 3 ou 4 sources protéiques. On peut, si on a du tourteau de colza, que j'affectionne moi particulièrement et qui n'est pas très commun dans notre région centre, un colza qui peut être, lui, un peu moins riche en protéines, donc à incorporer à hauteur de 25%. On peut le faire avec des bouchons de la luzerne par exemple, de la vin, il faudra 45% pour 50% de céréales et 5 de CMV. On peut le faire avec de la févrole. Il existe on peut le faire quand on est vraiment quelquefois avec des moyens qui sont limités, utiliser une VL18 par exemple et l'allonger avec un peu de céréales à hauteur de 15% pour arriver au total à ce 16% de MAT. Donc, vous voyez, vous avez toute une multitude de combinaisons, mais il est fondamental de faire le point sur ce qui est disponible en matière première sur l'exploitation et quelle est en complément la valeur du foin qui va aller avec. Donc tout ça, c'est une combinaison c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant, initialement, faites attention, il faut vous faire aider parce qu'on ne va pas improviser cette partie-là. Alors, on continue, maintenant qu'on a défini nos outils, le minéral et en particulier
le concentré, on fait un peu le plan de ce qui va se produire en élevage allaitant. En gros, âge de sevrage, 6-7 mois. Attention aux sevrages trop tardifs qui peuvent correspondre à une période de surcontamination au niveau du parasitisme dans les 2 derniers mois. Je rappelle que d'une manière incontournable, la mise en place de la flore est importante. Défliflore unique à dose pour les allaitants, avec le soin cordon ombilical, Défitane, et puis cet accompagnement du système immunitaire, Défimix, 30 ml le 2e jour, 30 ml au 15e jour. Alors, déjà, avec un plan de ce type-là, on doit avoir éliminé à peu près 80% des pathologies néonatales. Si on est dans un contexte avec une forte pression de crypto, on peut revenir sur le principe en distribuant à J5 Défitransit, qui est un complexe d'huile essentielle à hauteur de 30 ml, et on voit que le début du cycle de la crypto est immédiatement cassé et on ne voit pas s'exprimer la cryptosporidiose. On peut faire la même chose à propos de la coccidiose, et cette fois-ci, on intervient à J30, toujours avec le même Défitransit, mais cette fois-ci à 50 ml, puisque les animaux sont d'une plus grande taille. Voilà à peu près comment on peut, dans ces conditions-là, aller jusqu'au sevrage. Avec un petit détail que j'ai mis à la fin, c'est que le sevrage ne doit pas être le passage brutal d'une alimentation lactée sensu stricto à une alimentation avec concentré et foin, par exemple, mais qu'il peut y avoir une période d'adaptation à la fin de la période de pâturage pendant 2 ou 3 semaines, de façon à habituer les jeunes broutards à manger des concentrés pour qu'il y ait une transition plus facile ensuite à l'entrée en bâtiment. Chez les éleveurs laitiers, le point de repère pour le sevrage, c'est le poids. C'est 100 kg qu'on va obtenir en 7 à 8 semaines en mode conventionnel et qu'on ne peut pas décréter avant 100 jours en élevage biologique. Avec le même principe, implantation de flore, cette fois-ci pour un modèle un peu plus doux, c'est-à-dire des apports quotidiens d'éléments d'implantation, c'est Défiflore concentré pendant les 3 premières semaines, par exemple, accompagné de Défimix, et là, comme on a un contact permanent avec le jeune, Défimix, on pourra l'étaler 30 ml par semaine dans le lait. Je pense que c'est un très bon moyen d'accompagnement parce qu'on a des besoins forts au niveau du système immunitaire pendant toute cette période-là. Prévention de la crypto, on peut faire le même schéma que chez les allaitants, Défitransit à J3, mais on a aussi la possibilité de faire une distribution sous forme poudre en libre service, c'est Défiflore, pendant une quinzaine de jours par exemple. Même chose pour la coccidiose, Défitransit si on le souhaite à J30, mais aussi on a une formule qui aujourd'hui a été largement validée dans les essais, Déficox en poudre, libre service de J20 à J35. Là, l'alimentation de l'aliment concentré peut démarrer beaucoup plus tôt que chez les allaitants, c'est-à-dire à partir de la 2e ou 3e semaine, pour aboutir à une distribution forte au sevrage. On peut aller jusqu'à 2 kg par jour au moment d'un sevrage pour un sevrage à 100 kg à 7 ou 8 semaines, et ne pas dépasser 1,5 kg pour un sevrage plus tardif à 100 jours, comme c'est le cas en bio. Petite remarque aussi, dans la qualité de distribution du lait, je vous montrerai des schémas qui vous montreront qu'il faut essayer de respecter la physiologie de la lactation, ce qui n'est pas le cas chez les allaitants puisque les choses se font toutes seules. Mais là, donc, les fameuses tétines dures pendant les 5 ou 6 premières semaines, de façon à faire une assimilation qui soit la plus correcte possible au niveau du lait. Et puis également, je vais y revenir, l'idée d'un usage correct de la fibre pour faire cohabiter les concentrés et le lait. Et cette fibre, pour moi, c'est uniquement la paille alimentaire fraîche. Le foin de très bonne qualité, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand il est de bonne qualité alimentaire, en principe, il n'a pas d'effet fibre. Donc là, attention, il faut faire un choix très précis. Et quand je dis paille alimentaire, ça signifie une paille pour les conventionnels qui n'a pas subi des antifongiques ou des raccourcisseurs. Et j'ai noté fraîche, ça veut dire qu'il faut l'apporter au quotidien dans un dispositif qui est un râtelier de petits volumes. Sinon, les animaux ne consomment pas. Et puis, bien sûr, dans cette phase-là, de l'eau de qualité à volonté.
Alors, je vous montre quelques exemples ici sur la génisse laitière en phase lactée, les niches individuelles avec au-dessus le dispositif des palettes et de l'isolant fait avec la paille. Vous avez dans les photos suivantes le dispositif sous 3 étapes. En bas à droite, c'est le classique biberon avec tétine dure. Je n'ai pas mis volontairement le seau avec la tétine flottante qui représente pour moi un très mauvais moyen de distribution du lait. Au-dessus, vous avez un moyen quand les locaux pour les veaux sont assez distants des locaux pour les adultes. C'est le taxi-lait qui permet d'avoir un lait toujours à température constante. Et puis, ce que j'ai beaucoup vu, et ça m'a beaucoup étonné, mais dans les élevages même bio dans notre région, en Auvergne, on a ce dispositif avec des dalles où on a une programmation qui est très bien faite de la distribution de lait en fonction de la taille du veau et donc des informations que le veau va donner à partir de son moyen d'identification. Petit détail, vous voyez là le veau qui tète. Dans une des fermes, j'ai vu qu'il y avait un dispositif pour recueillir la bave du veau en dessous et l'éliminer de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité et donc pas de point qui soit un point de démarrage de coccidiose, par exemple. Ça, ce sont des détails. J'ai vu que certains éleveurs mettent un point d'honneur à avoir un aménagement et une gestion de ces outils-là qui soit la plus adaptée possible. Et je trouve qu'effectivement, oui, on a par ce biais-là une modulation dans la distribution du lait qui est remarquable. Alors, on a vu cette phase lactée. Pour la phase suivante du sevrage jusqu'à l'insémination, on a des pubertés qui varient en fonction des races. La plus précoce étant la Primogène avec une puberté qui arrive vers l'âge de 10-11 mois, plutôt 13 ou 14 pour les Montbéliardes, et avec un poids qu'il faut atteindre au niveau pour l'insémination, qui est à peu près de 60% du poids adulte, c'est-à-dire des génisses qui soient entre 300 et 400 kilos. On arrive même maintenant à nous signaler des génisses qui ont déjà atteint ce poids-là à 13 mois. Et donc, certains vont jusqu'à faire une insémination. Je pense que c'est un peu prématuré. Pour obtenir un poids de ce type-là, je vous ai mis pour un GMQ entre 700 et 800 grammes par jour, il faut 5,5 UFL et 480 de PDI. Après la fécondation et jusqu'à la mise bas, on continue quand même à avoir une phase de croissance. Et là, je vous ai également indiqué quels étaient les objectifs. Alors, vous voyez, c'est très abstrait, mais on va voir tout à l'heure qu'on a différents moyens de le réaliser. Mais déjà, il faut retenir qu'il y a une rigueur dans la distribution à avoir. Et là, je vous montre donc quelques points. Aujourd'hui, en vache laitière, l'objectif, c'est quand même bien le vélage à 2 ans parce que, je l'ai indiqué, il y a un développement optimal de la mamelle à ce moment-là et c'est seulement dans ces conditions-là qu'on pourra exprimer au maximum le potentiel laitier. Au niveau des outils, je reviens sur nos histoires de concentré dont j'ai dit que le concentré doit être bien défini, qu'il vient en appui de la prairie, parce que la prairie ne s'utilise que dans des conditions extrêmement limitées. Quand on dit qu'elle est très poussante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'assurer un GMQ de 800 grammes par jour, et c'est seulement en avril, mai, juin, ou à la limite quelquefois dans des arrière-saisons correctes, des repousses de foin, mais il faut vraiment être, j'allais dire, très vigilant. La prairie est indispensable aux jeunes, mais si on a une prairie de qualité moyenne, il faut absolument faire un apport de concentré à ce moment-là, sans oublier, partie droite de ma diapo, le condiment minéral qui doit être distribué en permanence. Et ça, je pense que on l'oublie très fréquemment. Je reviens sur ma qualité de paille, je l'évoquais tout à l'heure, dans la phase où on a à faire cohabiter lait et concentré, la paille doit être de qualité et surtout distribuée au quotidien, une voire quelquefois 2 fois par jour, ce qui est effectivement très chronophage, j'en conviens. On peut utiliser des ensilages d'herbe ou de l'enrubanage à condition qu'ils soient plutôt riches en matière sèche. Je vous ai marqué les seuils en dessous desquels il ne faut pas distribuer. Et on peut utiliser de l'ensilage de maïs, mais pour tout le monde, je pense qu'il serait raisonnable de ne pas distribuer ce type d'aliments conservés avant l'âge d'1 an. Donc, c'est un point important. Essayez de ne pas trop vous laisser tenter, en particulier par l'ensilage de maïs.
Je vous ai mis, et vous aurez plutôt le loisir de regarder ça attentivement, le plan d'élevage d'un éleveur qui est dans notre région et qui est un remarquable éleveur de race montbéliarde. Donc, il nous a eu la gentillesse de nous donner son plan d'élevage où on voit qu'effectivement, il a, dans toutes les étapes, essayé de bien respecter, en particulier, les besoins en matière protéique. J'ai vu que tout au long de son plan, il est même quelquefois même un peu au-dessus. Je pense qu'en particulier, dans la période de 15-20 mois, une VL18, peut-être qu'on pourrait lui apporter un peu de céréales. Ça nous ferait baisser à 16% et non pas 18% de protéines. Mais il n'oublie pas à chaque fois la partie minérale également à apporter. Donc, je vous laisse le soin de découvrir le plan d'élevage de Pierre. Une autre variante par rapport au schéma classique, c'est celle des gens qui distribuent du lait pendant une période longue. Et au départ, j'avais regardé ça d'une manière un peu distraite en disant oui, c'est parce que ils n'ont pas trop l'intention de faire d'efforts. En réalité, j'ai été très, très, très surpris par la qualité de ces plans-là, où on a un objectif qui est d'apporter un maximum de lait dans la première partie de vie. Et là, on a des repas qui vont jusqu'à 10 litres de lait par jour, bien sûr, en 2 repas. Et on maintient ce rythme-là jusqu'à 100 jours. C'est-à-dire que là, on a une alimentation lactée qui est très importante. Et puis ensuite, on la maintient 4 litres ensuite jusqu'à 6 mois. Donc le lait pendant cette période très longue. Mais le lait, pas seulement le lait. On a une complémentation en concentré. Et dans les exemples que j'ai pris, c'était une complémentation avec févrole ou pois trempé pendant 24 heures. Et on commence très rapidement, à partir de 2 mois. Donc, on n'a que 2 mois d'alimentation lactée stricte. Et on obtient quand même, à 6 mois, 2 fois 800 grammes par jour. Donc, à maintenir jusqu'à la mise à l'herbe. Je vous ai fait un schéma là pour des génisses laitières nées à l'automne. La paille, là aussi, largement utilisée comme source de fibres. Le minéral, 50 à 80 grammes par jour. Et donc, avec un objectif de mise bas tout à fait normal, entre 23 et 25 mois, où le poids acquis est un poids qui est à 85% le poids d'adulte. J'ai fait un petit calcul. Si on intègre le coût réel, là, c'est le schéma qui coûte le plus cher, avec des éleveurs qui sont extrêmement fiers de ce qu'ils font et qui investissent en disant c'est de l'avenir qu'on construit et donc on ne néglige pas. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer, c'est pas comment on va dire, un plan de sous-alimentation. C'est un plan extrêmement riche et que j'ai pris le plaisir de compléter en disant n'oubliez quand même pas l'implantation de flore, surtout avec les quantités de lait que vous distribuez, donc défi flore pendant les 3 premières semaines, soutenir quand même l'immunité, défi mix pendant 30 ml par semaine j'ai mis jusqu'à la puberté, mais au moins jusqu'à 6 mois. Également, dans ce schéma-là, j'ai été très étonné par le soin pris au niveau des prairies. Il est vrai que ce schéma m'a été donné par une conseillère en élevage de la Mayenne et que là, on est bien dans un pays de production d'herbe où on a beaucoup insisté sur l'idée de la qualité de l'herbe et surtout sur la qualité sanitaire, donc avec des prairies qui sont soit strictement réservées aux génisses, soit des prairies de repousse de fauche, de façon à éviter d'avoir à déparasiter. On recherche une immunité antiparasitaire et donc on évite d'avoir une surcontamination. Enfin, je vous présente une autre variante que je vois se développer de plus en plus parce que très souvent, je pense qu'elle répond bien à l'idée d'avoir du temps à libérer parce que les gens sont aujourd'hui avec chacun individuellement plus de 50 vaches laitières par UTH, ce qui fait beaucoup. Là, ici, on est avec une vache qui est capable d'allaiter 2 veaux, ce qui est montré sur la photo. On est jusqu'à 100 kilos avec une alimentation lactée stricte, puisqu'on a des vaches qui sont de bonnes laitières. Donc, les concentrés sont mis à disposition, mais l'éleveur m'a confié que pratiquement les animaux jouent avec, mais n'en consomment pas réellement. Et à partir de 100 kilos, on va avoir un sevrage
passage avec un foin, cette fois-ci, qui recherchait un foin de qualité, souvent c'est un regain, avec un concentré fermier, ici, qui a du mal à approcher les 16% de MAT, parce que c'est un mélange céréales et pois, donc que je pense on devrait peut-être compléter par à peu près 10% d'une complémentaire céréale, et le condiment minéral qui n'est surtout pas oublié. Donc on a là encore une variante avec peut-être du temps gagné pendant la période d'élevage, mais une petite difficulté, c'est que les génisses au moment de la mise bas ont quand même un peu de caractère, et que comme elles sont peu manipulées, elles ont un peu de mal à s'intégrer au troupeau, ou un peu de mal à accepter les premières traites. Donc, à voir, mais on peut tout à fait compenser en ayant des relations plus fréquentes avec elles pendant la période de croissance. Autre question, c'est quand doit-on introduire les génisses laitières dans un troupeau en lactation? Et ça, c'est une vraie grande question. Il y a plein de réponses en fonction des éleveurs. Je pense que le statut de la vache, de la génisse, pardon, est important. Si on a des vaches, des génisses qui se sont bien développées, je pense qu'il est convenable de les introduire dans le troupeau des laitières en lactation avant la mise bas. Et pour ça, donc, développement suffisant, des aplombs de qualité, donc une génisse qui reçoit régulièrement des condiments minéraux, très peu d'œdème de la mamelle, parce que c'est aussi un handicap, et si c'est possible, et ça c'est important, que ces génisses aient été éduquées pendant leur période de croissance, et en particulier, j'insiste pour l'idée des logettes de taille variable. Je connais des élevages où dès l'âge de 6 mois, on a des accès libres à des petites logettes, puis des logettes plus grandes, avec à chaque fois un contact régulier avec l'éleveur, avec peut-être même une éducation au bruit de la machine à traire, peut-être un toucher de la mamelle, en particulier dans les 2 premiers mois de vie, tout ça faisant que les génisses vont tout simplement s'adapter très très bien au troupeau des adultes. Ou bien, si les choses ne sont pas dans ces conditions-là, s'il manque 50 kilos au niveau du poids final, il faut introduire après la mise bas, attendre que le passage alimentation de préparation à la mise bas et début de lactation se soit fait dans un espace qui soit beaucoup plus calme, et de façon à ne pas éviter ce traumatisme qui se produit souvent parce qu'on a des génisses qui vraiment vont perdre énormément de poids en passant de l'air paillé dont elles avaient l'habitude à un logement en logette. Donc ici, c'est une transition quelquefois difficile, et j'ai vu beaucoup de génisses perdre pied et j'allais dire, et perdre leur âme dans cette phase-là. Attention, c'est compliqué. Chez les allaitants, je vous ai fait là aussi sur le même modèle les objectifs, les GMQ à avoir. Qu'est-ce que je retiens d'une manière dominante? C'est le fait d'avoir bien préparé le sevrage. Donc mes broutards se préparent déjà au pré, d'enclencher directement derrière avec une complémentation avec des concentrés entre 1,5 kg et 2 kg par jour, avec un foin de qualité, et sans oublier là aussi les condiments minéraux qui sont très souvent oubliés, les vitamines pendant la période hivernale, de façon à, je crois, même en race charolaise, essayer d'être le plus proche possible d'une mise bas à 2 ans, maximum 28 mois. Je pense qu'on a tout à gagner parce que on aura à ce moment-là la pleine expression du potentiel laitier. C'est ce qui est important, puisqu'on sait que plus le veau a de lait à boire pendant les 2 premiers mois de vie, et plus son indice de consommation sera bas, et plus on aura un gain de poids important. Là aussi, pareil, j'insiste beaucoup sur le pâturage, qui est une phase importante, puisqu'en termes de temps, c'est une partie importante de la vie de la génisse, mais la prairie doit être de très haute qualité. Et là, il ne faut pas hésiter à travailler sur du pâturage tournant, avec pas tout à fait les mêmes exigences qu'en race laitière, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 5 jours de séjours consécutifs sur une même parcelle. Mais attention, il faut vraiment être très vigilant pour avoir cette qualité-là et assurer, rien qu'avec de l'herbe, un GMQ de 800 grammes, voire peut-être 1 kilo par jour, sans complémentation. Ce sont des espaces très courts, et très souvent, le recours au concentré est indispensable, même au pré, avec bien sûr cette partie minérale en complément. Prévention des maladies néonatales, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'on a déjà dit dans les interventions précédentes, mais je voudrais revenir dessus.
il existe un certain nombre de maladies qui sont liées en particulier aux parents. Par exemple, les strongyloïdes, qui sont une variété de vers du tube digestif, de vers ronds, qui sont transmis par les adultes et qui se traduisent chez les veaux par des petites toux chroniques alternées avec des phases de petites diarrhées entre l'âge de 1 et 3 mois. Giardia, qui est un parasite flagellé, de plus en plus fréquent, surtout dans les zones humides, avec des diarrhées qui ne disent pas leur nom et qui sont difficiles à régler avec les moyens conventionnels, des coccidies, des cryptosporidies, dont les adultes sont des porteurs sains, et la paratuberculose. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que si on n'a pas le choix en allaitant et qu'on est obligé de faire cohabiter le jeune avec ses parents, on a encore le choix chez les laitiers. Et par souci d'avoir une assimilation optimale du colostrum, je vois quelquefois des éleveurs laitiers qui butent parce qu'ils ont laissé les veaux au contact des mères pendant 2 à 5 jours et que les veaux se sont contaminés au contact des parents parce que les parents étaient porteurs soit de strongyloïdes, soit de giardia, par exemple, ce que je trouve être très navrant. L'idée que l'on fasse bien pour avoir une assimilation optimale du colostrum en laissant les jeunes avec les parents, c'est peut-être une bonne idée, une idée généreuse qui va bien dans l'équilibre du couple mère-produit, mais qui, d'un point de vue sanitaire, n'est pas garantie. Donc, il faut s'assurer qu'on ne soit pas dans un de ces 5 cas que je rappelle et qu'on puisse laisser en toute sécurité les jeunes avec les parents. Les maladies qui sont liées à l'hygiène, cette fois-ci, ce sont toutes les maladies de l'environnement, donc colibacilles, salmonelle, coccidie, cryptosporidie. Et là, c'est la qualité des litières. J'insiste beaucoup pour dire la litière au contact des jeunes doit toujours être sèche. Et là, c'est très facile en élevage laitier, c'est plus compliqué en élevage allaitant, où si on n'aménage pas une partie par rapport aux adultes qui soit uniquement dédiée aux jeunes et où on apporte des soins particuliers à la litière, on n'aura pas ce contact avec une litière sèche, mais une litière humide, où là, colibacilles, salmonelle, coccidie, crypto, tout ça se multiplie allègrement. L'hygiène du cordon ombilical, alors là, on a toutes les possibilités, où on ne fait rien et tout va bien, où on fait beaucoup et tout va mal. Donc, à vous de trouver. Moi, je conseille là, dans cette période-là, l'utilisation d'acides organiques qui ont un effet tannant. Je pense que c'est la meilleure façon d'aboutir à une dénaturation des protéines du cordon ombilical pour éviter la multiplication des germes. Et puis des maladies liées tout simplement à l'organisation des élevages. La taille des effectifs. Chacun sait que la limite d'observation d'un individu humain, c'est 50 à 60 adultes, mais au-delà, on a des difficultés à assumer. C'est le commerce d'animaux. Quand on a comme ça des mouvements d'animaux, c'est compliqué. La ventilation des locaux. J'ai eu encore la semaine dernière, cette fois-ci c'était en élevage de chèvres, mais un gros problème à résoudre au niveau de maladies respiratoires. Et quand on a des accumulations de ce type-là, eh bien, fatalement, on aboutit à un plan de vaccination. Le plan de vaccination peut être pour sauver certaines situations, mais ce n'est pas une réponse. La réponse, elle est dans la technique d'élevage, dans tout ce que j'ai indiqué avant, dans les précautions à prendre, en particulier dans la prévention des maladies néonatales. C'est simplement pour vous rappeler qu'on a tout le panel nécessaire pour l'implantation dans toutes les formes de Défiflore là, et que pour l'accompagnement au niveau immunitaire, Défimix, vous le retrouvez dans les fiches produits que je vous ai mis à la fin, le moyen de soutenir toutes les formes d'immunité en tant qu'immunité naturelle. Là, c'était pour vous rappeler ce qui a été une découverte pour nous cette année, c'est que notre cocktail de huile essentielle, normalement destiné à un effet plutôt correctif, un effet en cas de suspicion, enfin en cas de symptômes, on a en réalité un effet préventif remarquable, parce que si on intervient à des moments stratégiques du cycle de la crypto, c'est-à-dire à J5, du cycle des coccidies, c'est-à-dire à J30, on casse complètement les cycles. Et si de plus, on a fait un accompagnement avec Défimix, soutien d'immunité, cette immunité se construit toute seule et de manière définitive. Je trouve navrant qu'en race allaitante, on soit toujours à buter quelquefois sur des problèmes de coccidiose sur des animaux entre 6 mois et 1 an. Là, il y a vraiment un échec dans les pratiques d'élevage qu'on ne devrait pas trouver si on a eu la précaution de faire ce type de prévention que je vous indique ici.
Pour ce qui est du parasitisme, au-delà de ce que je viens d'indiquer, l'outil fondamental, c'est bien sûr la coproscopie, qui doit être systématique chaque année à l'automne pour les animaux qui ont pâturé, qui peut se faire quelquefois pendant l'été si on a des suspicions de bronchite vermineuse, et qui est fort utile chez le veau chaque fois qu'on a un problème de diarrhée. On va pouvoir, à partir de là, trouver des parasites qui sont tout à fait évidents, et j'insiste sur le côté strongyloïde, où on sait que pratiquement presque les strongyloïdes sont présents dans presque un élevage sur deux. Les pratiques d'élevage, eh bien, c'était le recours à la prairie, et la prairie d'une manière, j'allais dire, avec de l'herbe cultivée et non pas de l'herbe simplement cueillie. Les apports de concentré qui peuvent apporter, soutenir les déficits au niveau de la prairie. Les lots d'âge et de poids homogènes, ça c'est une règle fondamentale qu'on va retrouver autant chez les bovins que dans les autres espèces animales. Et puis, cette histoire de soutien de l'immunité. N'oubliez pas que dans la période de pâturage, on est en période de risque parasitaire maximum, et qu'en particulier dans cette période-là, on est avec des apports en oligo-éléments qui sont totalement déficitaires. Donc les deux joints, il n'est pas, je vais dire, étonnant d'avoir un problème de parasitisme. On a fait les choses à l'envers dans les deux cas. Confort et bien-être, je veux simplement insister sur la notion de température de confort. Chez les veaux de race laitière, c'est un objectif facile à réaliser parce qu'on a de recours soit à des niches à veaux, soit à des nurseries. C'est plus complexe en allaitant parce que dans le même bâtiment, on doit faire cohabiter des jeunes dont la température de confort est de entre 10 et 15 degrés, et dans les adultes plutôt entre 5 et 10 degrés. Il y a deux moyens qu'on peut associer. Le premier, c'est de faire des aménagements dans les lots avec des plafonds surbaissés, comme des sortes de mezzanines, sous lesquels les veaux vont pouvoir se protéger. Je vous montrerai une photo, il existe même des igloos qu'on utilise en élevage allaitant et qu'on met directement dans les lots avec les adultes. Et puis, on peut également peut-être procéder à de la tonte. J'aime bien que les adultes soient tondus sur le dos jusqu'à hauteur de mi-côte, parce que je trouve que ça évite d'abord pas mal de parasites externes, et qu'ensuite, eh bien, à ce moment-là, on a plus équilibré entre le jeune et l'adulte pour une température moyenne entre 10 et 15 degrés dans les bâtiments. Au niveau du pâturage, ne pas oublier qu'on a besoin d'espaces ombragés, et peut-être pas dans certaines régions, mais dans d'autres, on a vraiment des espaces sans aucune ombre, et que aujourd'hui, compte tenu de l'ensoleillement excessif dont les animaux sont victimes, on a ce qu'on appelle un stress oxydant qui est énorme et qui va pénaliser les animaux, en particulier au niveau de la mamelle, si on n'a pas cet ombrage qui accompagne. L'accès permanent à une eau de qualité, alors on ne va pas faire tout un topo sur l'eau, mais c'est vraiment important. Visite régulière de l'éleveur, je pense que c'est une visite quotidienne qui leur permet peut-être d'opter pour une distribution d'un mélange sel plus condiment minéral à renouveler tous les jours, et je pense que ça se gère très bien. Quand les gens ont pris l'habitude, ils l'acceptent volontiers, et là, on va pouvoir justement accompagner le système immunitaire pendant la période de risque parasitaire. Au niveau du bâtiment, je vous ai donné quelques exemples là. Je voudrais dire, par exemple, que j'ai découvert pour les allaitants l'usage de la brosse à long manche. Je trouve que c'est un truc génial qui permet de gratter les jeunes régulièrement avec une distance d'abord respectable pour ne pas se prendre un bon coup de pied. Et puis tout doucement, on raccourcit, on se rapproche, et on a une adaptation qui est extrêmement rapide. Je suis très étonné. Il faut à peu près une dizaine de jours pour entrer en contact intime avec les jeunes, et donc les sociabiliser par ce biais-là. Alors, je vous donne quelques exemples ici de niches à veaux qui sont directement dans le bâtiment, sur les caillebotis, parce qu'on est dans une zone de montagne excessivement froide. Donc, on a donc la couverture par le bâtiment et par la niche à veaux. À droite, vous avez le must de la niche à veaux, c'est-à-dire la Rolls, c'est-à-dire une niche à veaux sur un caillebotis, le tout sur un système pour pouvoir la déplacer. Donc, ça peut être quelquefois utile. Vous avez en d'autres photos l'exemple là d'un paillage qui est de très haute qualité, qui n'était pas seulement fait pour moi, puisque je suis arrivé à l'improviste dans cet élevage-là. Un dispositif à gauche sur cette photo-là, qui est l'aménagement sur les
dans les zones d'élevage de veaux sous la mer, avec tout un système qui permet aux veaux d'accéder sans risque à la mamelle d'une vache qui forcément ne connaît pas tout le temps. Et puis vous avez à droite l'exemple là d'un igloo qui est disposé dans un bâtiment d'élevage en bovin allaitant, comme quoi tout est possible, tout peut s'aménager. Les normes au niveau bâtiment, ben, vous les avez. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une ventilation telle que l'air soit toujours dans une approche d'abord horizontale, puis ensuite ascensionnelle pour enlever par le haut du bâtiment tout ce qui est microbisme, et que la règle d'entrée, quel que soit le bâtiment pour les veaux ou pour les adultes, c'est toujours de 1 mètre au-dessus du garrot. Donc ça signifie que dans la nurserie, l'entrée de l'air va être à peu près à 1,50 m, et que malheureusement, dans le bâtiment où cohabitent vaches et veaux, ça va être 2,50 m. On voit plein d'autres choses avec des entrées d'air vraiment très basses qui vont favoriser la contagion, par exemple, quand on a une pathologie virale. Le confort au pâturage, je répète, l'eau homogène, espace ombragé, accès permanent à l'eau, visite régulière de l'éleveur. Voilà un magnifique lot de génisses normandes qui sont très heureuses dans ce qu'on leur a proposé comme pâturage. Dans le bâtiment, là, à gauche, c'est pas très visible, mais c'est l'idée de ces aménagements pour des logettes pour que les animaux s'habituent à un certain type de couchage. Là, ce sont des logettes qui sont paillées, vous ne le voyez pas sur la photo, mais il y a un contact quotidien. Et alors là, je suis sidéré dans cet élevage-là. Les génisses ont une familiarité avec l'éleveur telle que rien ne les affole, et qu'elles vont entrer directement dans l'eau des vaches en lactation sans qu'il y ait de heurts. Donc c'est important, c'est du temps de gagner tous les jours. À droite, l'aboutissement du lot du GAEC du SOADEC que je vous ai montré tout à l'heure, le plan avec un lot magnifique de génisses Montbéliard. Pour les bio, on a une nouvelle législation qui est l'aire d'exercice, avec des normes qui sont quelquefois qui paraissent incontournables. En réalité, ça ne l'est pas réellement, parce que vous pouvez avoir une partie avancée avec une aire couverte en annexe du bâtiment, pourvu qu'elle soit ouverte sur 3 côtés. On peut avoir un sol béton, on peut avoir un caillebotis avec une surface maximale de 50%. On parle de pâture. Alors, la pâture est un vrai piège dans ce cadre-là. Il faut absolument une pâture qui soit strictement réservée aux jeunes, de façon à ce que son niveau de contamination au niveau parasitaire soit le plus faible possible. Et puis, il n'y a pas d'obligation en hiver, donc on peut toujours prétendre ou bien s'organiser pour faire de l'élevage qu'en hiver. Voilà, pour ceux qui sont dans une situation d'attente et qui ne peuvent pas, pour l'instant, avoir des locaux aménagés. Je vous ai mis en face là une solution avec igloo, petite courette et distributeur de concentré. Est-ce que c'est normalement, quand on fait le rapport entre la surface de la courette et celle de l'igloo, on est dans la partie poids vif 100 kg. Normalement, ça doit être agréé par les organismes certificateurs sur le type de modèle. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Je pense que c'est un sujet où il y a autant d'éleveurs, ou plutôt de plans, qu'il y a d'éleveurs, mais souvent on manque de rigueur. Et là, je vois que ça file un peu. Des fois, on compte même un peu sur la croissance compensatrice, ce qui est vraiment la pire des erreurs qu'on puisse faire quand on est dans la partie élevage. Ça peut se comprendre un peu dans la partie production de viande, mais surtout pas dans la partie élevage. Bon, merci de votre attention. Le prochain sujet va porter sur les boiteries chez les bovins. Donc là aussi, on aura pas mal de choses à voir parce que c'est un poste lourd qui demande beaucoup d'attention là aussi. Donc je crois que jusqu'à maintenant, on n'a fait que des postes où il y avait une nécessité d'apporter beaucoup de soins aux animaux. Et je crois que c'est de toute façon la règle générale, quel que soit le type d'élevage. Merci à vous et puis à bientôt.